L'autre soir, comme presque tous les soirs, la télé du bar diffusait en sordine cette émission qui consiste, vous savez, à essayer de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Et c'est amusant, mais personne ne dit que ce programme est la conséquence de ce qu'on appelait dans les années 70-80 le matraquage. En effet, on peut s'apercevoir tous les soirs de la place qu'occupent dans nos mémoires des paroles qui, a priori, n'ont rien à y faire et que nous n'aurions pas choisi d'apprendre si nous avions eu le choix, mais nous ne l'avons pas eu. Par exemple, des paroles comme « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid », ben, on s'en veut d'avoir mémorisé cette double négation ridicule, on s'en veut d'avoir retenu ce raccourci absurde, parce qu'à la rigueur, on n'a plus le droit de laisser mourir quelqu'un de faim ou de froid, mais chanter « On n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid », c'est grotesque. Voilà justement des paroles qu'on aurait dû oublier parce qu'on n'aurait même pas dû les écrire. Seulement voilà, le matraquage a été tellement insistant qu'on s'aperçoit, en suivant l'émission, qu'on se souvient de presque tout. Autre exemple, on va dire que je m'acharne sur le même, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Quand vous relisez ça à tête reposée, vous vous dites que Verlaine et Jean Rostand, mais surtout Charles Trenet, doivent être très fatigués à force de se retourner dans leur tombe. Vous allez me dire aussi, mais à quoi ça sert de rappeler les méfaits du matraquage? Eh bien, ça sert à montrer que pour les animateurs de télévision, le matraquage, ça marche aussi. La preuve, on voit partout les mêmes depuis 30 ans. Et dans cette phrase, ce qui est important, c'est pas les mêmes, c'est partout. Par exemple, l'animateur producteur de cette émission sur le matraquage est lui-même matraqué par le système à un tel degré qu'il anime en même temps 3 émissions, sans compter les participations comme producteur dans une douzaine d'autres, ce qui en fait tout naturellement l'animateur le plus populaire de France selon les sondages. Mais vous avez compris le principe, plus un personnage jouit d'une présence importante à l'écran, plus il s'impose dans notre emploi du temps, parce qu'à 19h, il n'y a rien d'autre à la télé, parce qu'on a pris l'habitude de le voir, parce que votre fille aînée l'aime bien, etc. Et donc plus il est matraqué, plus nous nous en souvenons, et le jour du sondage, quel est votre animateur préféré? C'est comme si on appuyait sur le bouton 1 de la télécommande, on le désigne lui parce qu'il est celui qui a la plus grosse présence, parce que c'est le premier bouton, la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais il y a des conséquences et quelques leçons à tirer de tout ça, et pour une fois je ne vais pas laisser Gustave le faire, c'est que cette omniprésence des mêmes partout, toujours depuis 30 ans, représente une injustice et une offense qui n'est pas sans rapport avec ce qui agite la France en ce moment dans le domaine politique et social sur le thème du « toujours les mêmes ». Quand les Gilets jaunes nous parlent d'oligarchie, on est obligé d'admettre qu'il existe une oligarchie télévisuelle qui ne partage pas, qui ne partage plus ses avantages et ses privilèges. Par exemple, si le service public consentait à diviser par 5 le budget alloué à notre homme là, qui anime N'oubliez pas les paroles, et à attribuer chacune des 4 parts à 4 jeunes loups qui consentiraient à travailler en veste à paillettes pour un salaire inférieur, eh ben on découvrirait peut-être le futur animateur le plus populaire de France. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Le pouvoir, l'argent, l'influence ne se divisent plus, ils se monopolisent. Du coup, il n'est pas très étonnant qu'on assiste à une révolte de fond. Les gens commencent à comprendre que leur fils, même avec tous les talents du monde, n'a aucune chance de réussir, à moins de faire de la télé-réalité, c'est-à-dire de démarrer une carrière dans la dérision pour n'arriver à rien. Et puis aussi, et puis surtout, il y a un aspect de la question qu'on n'évoque pas assez, évidemment, c'est l'argent perçu. Qu'un animateur puisse se faire 1 500 000 par an, notamment parce qu'il occupe 20 heures de grille horaire du service public, est très gênant dans le contexte actuel. On songe à ces vieilles dames qui survivent avec 900 € par mois, qui ont un loyer à payer là-dessus quand même, et qui luttent pour ne pas atterrir dans un foyer. Eh bien, si elles connaissaient le budget de celui qu'elles élisent meilleur animateur de France, et surtout ses fréquentations, elles comprendraient qu'il y a un rapport. Vous vous dites comment ça, comment tel acteur, tel cinéaste peuvent se prononcer publiquement en ce moment en disant que les gilets jaunes commencent à les fatiguer sérieusement. La semaine suivante, vous voyez sortir une photo où on voit 4 personnes bras dessus, bras dessous. Hilar, l'acteur en question, le cinéaste aux cheveux teints qui glapit sans arrêt à la télévision que cette révolte est un scandale, l'ancien chef 68 art Cohn-Bendit. Et quel est le 4e sur la photo? Eh bien, c'est Emmanuel Macron lui-même, évidemment. Mais quel est le rapport avec notre homme des paroles de chansons, là? Mais c'est simple, lui aussi, il siège partout. Il est tellement dans l'argent roi qu'il est obligé d'aller le gérer dans les conseils d'administration avec les milliardaires qui financent ses émissions. Donc, puisqu'il aime bien le rock, on pourrait lui rappeler les paroles de la chanson des Rolling Stones, « Sympathy for the Devil », où le diable s'exprime en disant « Je suis allé rôder du côté de Saint-Pétersbourg quand j'ai compris que l'heure du changement avait sonné ».
Ben là, on l'aurait croisé récemment, le diable, dans les couloirs de France 2. À bientôt, abonnez-vous, merci.